Bonjour à tous, dans cet exercice on va travailler sur un petit exercice de niveau licence 2 de maths, c'est-à-dire 2 années après le bac. Qu'est-ce qu'on fait? Entre autres on fait de l'algèbre linéaire, c'est-à-dire qu'on va manipuler des matrices, des endomorphismes, des espaces vectoriels. Et dans cet exercice, on a une matrice 3, 3, avec un paramètre à l'intérieur qui s'appelle petit m, qui est un réel. Et puis le but de l'exercice, ça va être, sa finalité, ça va être d'essayer de l'élever à la puissance n, cette matrice, c'est-à-dire de l'élever à des puissances successives, et pour cela, il va falloir très certainement le diagonaliser. La diagonaliser quand on le peut, on verra, ça va dépendre de la valeur de m, parce que la diagonalisation, c'est une manière ensuite d'aller exprimer les puissances de la matrice. Et je dirais que cette matrice, ce sujet, on va le prendre comme un sujet un peu théorique, mais on peut déjà imaginer à quoi ça pourrait servir d'élever une matrice à la puissance n. Peut-être que ça peut être utile à la modélisation de certains phénomènes. Ça peut être dans n'importe quel univers, en finance, en économie, ça peut être en biologie. Peut-être que ça, en fait, ça va être utile pour modéliser un système, un écosystème avec 3 prédateurs, et même peut-être ici comme une matrice 3-3 avec 3 types d'animaux qui interagissent entre eux. Et on aimerait savoir comment ça a évolué, puis la présence d'un paramètre m, peut-être que ça nous veut dire qu'on a peut-être la main sur justement un paramètre qui peut nous permettre de gérer différemment les animaux, en mettant peut-être plus d'animaux d'un côté que d'autre, etc. Donc bref, il y a plein d'applications possibles. Nous, on va se limiter à l'aspect théorique, l'aspect purement mathématique de la chose. On a cette matrice, et puis peu à peu, on va arriver à travailler sur sa puissance n. Alors, première question, il va falloir calculer le polynôme caractéristique de cette matrice. Le polynôme caractéristique, je vais le noter qui a, mais en fait comme la matrice c'est AM, ça va être qui AM, et puis la variable je vais l'appeler grand X, pour le polynôme, restons un peu universel. Puis il faut que je me rappelle de la définition, c'est un déterminant, c'est le déterminant de quoi? De ma matrice moins x fois l'identité, et puis l'identité ici comme on a une matrice 3 3, c'est I3. Voilà, donc il va falloir que je calcule un déterminant, et puis pour le calculer, il va falloir d'abord quand même que je calcule ma matrice AM moins x I3. Alors je prépare mon écriture de déterminant, et puis pour calculer AM moins x I3, je vais tout simplement retrancher x à tous les éléments diagonaux. Ici, je retranche x fois la matrice identité, ça me donne 1 moins x, ici 2 moins x, ici m moins x, et puis les éléments restants, eux, ils sont inchangés, je les recopie, voilà le déterminant que j'ai à calculer. Alors quand j'ai un déterminant comme ça, 3 3 à calculer, je sais qu'il existe une manière de le développer, pour le calculer avec les mineurs, les cofacteurs, et je vais aller chercher peut-être la ligne ou la colonne la plus intéressante pour avoir le minimum de calculs qui soient les moins fastidieux possibles. Alors là, je vois un 0. Alors c'est intéressant de voir ce 0 là, parce que ça va m'enlever quand même un calcul de déterminant sur les 3. Et j'ai le choix entre soit développer par rapport à cette colonne ou par rapport à cette ligne. Là je regarde, j'ai du 2 moins x, du m moins 2, ok. Et par contre sur cette ligne là, je vois que j'ai du 0 et du 1, donc ça va être quand même peut-être beaucoup plus simple. Donc je vais choisir de développer par rapport à cette ligne là, bien sûr, pour calculer ce déterminant. Alors on y va, ce déterminant il s'écrit comment? Il s'écrit déjà moins 1 puissance 1 plus 1, première ligne, première colonne, c'est-à-dire 1, fois 1 moins x, cofacteur, et puis fois le déterminant que je vais écrire comme ça, 2 moins x, m moins 2 et 1, ici, voilà. Ça c'est le développement par rapport à cette première case de ma matrice. Et puis ensuite j'ai un 0, voilà, donc ça tombe bien. Et puis j'ai un moins 1 puissance 3 plus 1, donc un 1 fois 1, donc un plus ici bien sûr, fois 1, facteur de mon nouveau mineur ici, qui va être moins 1, 2 moins x, 2 moins m moins 2. Voilà, il faut que je calcule ça. Alors pour calculer ça, 1 moins x, facteur de 2 moins x, facteur de m moins x, moins m moins 2. Plus, et ici j'ai moins 1 fois m moins 2, c'est-à-dire, je peux écrire 2 moins m, exactement, moins 2 moins x, facteur de 2 moins m. Voilà. Bon, j'ai calculé le polynôme caractéristique. Le problème, c'est qu'il n'est pas beau écrit comme ça. Il va falloir peut-être que je développe. Et puis si je réfléchis bien, comme ensuite il me faudra ces racines, peut-être qu'il faudrait quand même que je sois un peu vigilant sur les factorisations possibles. Mais pour l'instant, je ne vois pas de factorisation. En tout
cas peut-être pas immédiatement. Donc je vais plutôt essayer de développer. Attention, je développe quoi en priorité? Ben, je vais développer cette parenthèse. Et puis quand même, là je vois que j'ai une factorisation par 2 moins m qui peut me mener à quelque chose. Alors je vais essayer de l'exploiter. Mais dans tous les cas, le 1 moins x qui est ici devant, je le laisse comme ceci, bien sûr. On va développer ça. Alors on peut déjà développer en préparant un petit peu l'ordre du polynôme, parce que là on va avoir du moins x fois moins x, ça va nous donner du x carré. Ensuite, si on prépare les x, j'en ai où? J'aurai du moins mx et du moins 2x. Donc ça me fait moins facteur de m plus 2x. Puis ma constante, j'en ai que là, j'ai 2m. J'en ai là aussi, attention, 2m moins m plus 2. Ça nous fait 2m moins m plus 2, plus m plus 2. Voilà. Ça, c'est ma première partie, c'est celle-ci. Ensuite, j'ai peut-être ça à développer. Voilà. Et peut-être que pour éviter un développement, alors je sais pas, mais on peut avoir l'idée de factoriser par 2 moins m, parce qu'on voit qu'il y a un 2 moins m ici, un 2 moins m ici, donc facteur de 1 moins 2 moins x. Et comme 1 moins parenthèse de moins x, ça nous donne x moins 1, c'est plutôt pas mal d'avoir un x moins 1, parce que je vois que x moins 1, ça ressemble à 1 moins x, c'est même son opposé. Ça veut dire que là, je vais avoir du 1 moins x, si jamais je mets un signe moins ici, parce que je multiplie par moins 1. Donc là, j'ai du 1 moins x. C'est intéressant parce que ça va me permettre de factoriser par 1 moins x, qui apparaît ici comme un facteur commun. 1 moins x, je vais pouvoir factoriser. Donc j'efface un petit peu ce que j'ai écrit là. Voilà. Bon, c'était pas très utile. C'était juste du calcul. Et donc, en factorisant par 1 moins x, je vais obtenir x carré moins m plus 2x. Et je vois qu'en fait, là, je vais avoir que de la constante qui va être ajoutée. C'est-à-dire plus m plus 2, je le recopie, et tout de suite, moins 2 moins m, entre parenthèses, c'est-à-dire moins 2 plus m. Donc, j'écris là, moins 2 plus m. Voilà. 1 moins x, facteur de x au carré, moins m plus 2x, plus m plus 2m, de moins 2, 0, plus 2m. Voilà mon polynôme caractéristique. Est-ce que je m'arrête là? Je sais que plus c'est factorisé, mieux c'est. Je peux trouver plus facilement les racines. Alors, ça c'est super, c'est affine. Et puis ça, c'est du second degré. Alors avant de faire un delta, on essaie quand même de trouver une racine évidente. On voit ici, faut tester après, mais si je remplace x par 1, ça me fait 1 moins m moins 2, 1 moins m moins 2 plus 2m. C'est pas très probant. Si je remplace x par 2, on peut tenter. Si je remplace x par 2, ça fait 4 moins m plus 2 fois 2 plus 2m. Voilà. 4 moins 2m, c'est intéressant. 4 moins 2m, moins 4 plus 2m, ça fait 0. Super. On va trouver une racine évidente. Racine évidente, c'est 2. Alors ça veut dire que ce polynôme-là, il se factorise par x moins 2. Et donc il faut que je trouve ce truc à trous là, ma constante ici, ma deuxième racine en fait, pour que produit des racines fasse 2m. C'est facile, c'est m. Voilà, j'ai factorisé mon polynôme. Voici le polynôme caractéristique. J'ai envie de l'écrire en mettant ça un peu correctement, en factorisant par moins 1. Comme ça, j'ai que des produits des x moins lambda i. Avec un petit a devant qui vaut moins 1. Voilà mon polynôme caractéristique. Il est joli, alors je vais les réécrire tout en haut. Voilà, écrivons-le parce qu'on va certainement s'en servir tout au long de l'exercice. C'est très utile, un polynôme caractéristique. Surtout quand il est bien scindé comme ça. Voilà. Alors il faut que je continue, ça c'est la première question, polynôme caractéristique. Ah non, dans la première question, on me demande aussi les valeurs propres. Alors si on me demande les valeurs propres, eh bien il faut que je me rappelle que les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique. Sont exactement les racines du polynôme caractéristique. Donc ces valeurs propres, je peux les noter d'ailleurs de la manière suivante. Les valeurs propres sont, ou bien je vais définir ce qu'on appelle le spectre donc, de la matrice. Le spectre de la matrice, c'est l'ensemble des valeurs propres. Alors c'est qui? C'est 1, c'est 2 et c'est n. Voilà l'ensemble des valeurs propres de la matrice. Ce sont les racines du polynôme caractéristique. Pas de difficulté. On passe au petit 2. On vous demande pour quelle valeur de m AM est inversible. Donc on demande de chercher m. Voilà.
tel que AM est inversible. Bon, est-ce que ça c'est inversible? Alors là, il ne va pas falloir aller chercher des choses compliquées sur l'inversibilité. Il faut, parce qu'il y a plein de caractérisations possibles, hein. Mais là, je dirais qu'il faudrait essayer d'utiliser ce qu'on a fait avant. On a travaillé sur le polynôme caractéristique. D'accord. Le polynôme caractéristique qu'on aurait écrit, ça, c'est le déterminant de a moins xi. Alors il y a une histoire de déterminant, et on se rappelle très bien que l'inversibilité est liée au déterminant par l'équivalence suivante, c'est que, je laisse ça comme ça quand même, hein, a est inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0. Là, elle s'appelle AM. Donc AM est inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0. Quel est le lien entre le polynôme caractéristique de AM et son déterminant? Bah, le lien, c'est qu'en fait, le déterminant, regardez, si je remplace x par 0 ici, bah, ça annule xi. Donc le lien, c'est que le déterminant, c'est la valeur du polynôme caractéristique en 0. Donc je peux prolonger l'équivalence en disant qu'en fait, ça revient à dire que qui AM de 0 est différent de 0. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que ce polynôme caractéristique, moi je l'ai ici, il est là. Donc je vais pouvoir remplacer x par 0 là-dedans, calcul d'image, et je vais pouvoir exprimer différemment l'image de 0 par le polynôme caractéristique. Je remplace x par 0, ça me donne quoi? Moins 0 moins 1, 0 moins 2, 0 moins m. Moins 1, 1, fois moins 2, fois moins m, 2m. Il faut que ce soit différent de 0. Donc, l'inversibilité de la matrice AM équivaut à cette relation 2m différent de 0, c'est-à-dire m différent de 0. La question était, pour quelle valeur de m A est inversible? Réponse, AM est inversible si et seulement si m est non nul. Voilà. Quand m est différent de 0, notre matrice est inversible. Et pour ce faire, on a utilisé le déterminant, la caractérisation de l'inversibilité grâce au déterminant, et le lien qu'il y avait avec le polynôme caractéristique. Petit 3. Alors, qu'est-ce que je vais effacer? Je laisse quand même le polynôme caractéristique, encore une fois. J'oublie pas aussi les résultats peut-être importants, c'est que A est inversible, alors on y pensera. Si M est différent de 0, hein, on a AM qui est inversible, donc voilà, l'homomorphisme, l'injectif, les bijectifs. On continue. Montrer que, je l'écris, si M est différent de 1, et M est différent de 2, oui, alors AM est diagonalisable. Bon, la diagonalisabilité, plein de propriétés qui sont liées, hein, mais là, je dirais qu'avec une question pareille, on voit que c'est un si alors. Alors, il ne va pas falloir aller chercher une condition nécessaire et suffisante. C'est pas la peine. Il va plutôt falloir penser à une condition qui est juste suffisante. Parce que si on a la condition suffisante, alors on pourra dire que alors la matrice est diagonalisable. Et oui. Donc, il faut partir du si m est différent de 1 est différent de 2. Il faut se rappeler qu'il existe une condition suffisante pour la diagonalisabilité, qui est liée bien sûr au polynôme caractéristique. C'est ces histoires de polynômes scindés, etc. Donc, on sait que si le polynôme est scindé à racine simple, rappelez-vous, si le polynôme caractéristique est scindé à racine simple, alors la matrice est diagonalisable. Ici, si m est différent de 1 et m différent de 2, on va écrire là, c'est notre hypothèse. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire que qui a m, il est justement scindé à racine simple. Pourquoi? Ben parce qu'il est scindé, déjà ça se voit de par son écriture totalement factorisée. Mais si m est différent de 1 et que m est différent de 2, et bien ici on est en présence de 3 racines qui sont distinctes. Et si elles sont distinctes, ben ça veut dire que le polynôme est scindé à racine simple. Et ça nous permet de dire que AM est diagonalisable. On a utilisé notre condition suffisante. AM est diagonalisable.
Bon ben voilà, c'est intéressant déjà, on sait qu'on va pouvoir la diagonaliser, cette matrice, dans certains cas, pour l'instant, juste quand même est différent de 1 et différent de 2, c'est déjà pas mal, c'est très bien, hein, voilà, hein, si on a le plaisir d'avoir m égale 3, ça va, on va diagonaliser, pas de problème. Et alors est-ce que ça veut dire que si m égale 1, ça ne l'est pas, et que si m égale 2, ça ne l'est pas, diagonalisable? Eh ben on n'en sait rien, il va falloir aller fouiller, il va falloir y aller à la mano, essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand m égale 1, qu'est-ce qui se passe quand m égale 2, voilà, c'est un peu plus embêtant. Ces deux valeurs pour lesquelles on va devoir aller trifouiller un peu dans le cambouis pour voir ce qui se passe pour ces deux valeurs de m. Alors, c'est la question 4. Voilà. Mais donc, ok, si m est différent de 1 et 2, ça marche. Question 4. Voilà. On vous demande de montrer, bah tiens, voilà, que A1 n'est pas diagonalisable. A1 n'est pas diagonalisable. Bah ouais, apparemment ça marche pas pour m égale 1. Donc il va falloir aller voir ça. Alors, il va falloir déjà réécrire notre polynôme caractéristique. Qui A1 de x, c'est moins x moins 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 1, donc moins x moins 1 au carré, facteur de x moins 2. Voilà notre polynôme caractéristique, il est scindé, mais pas à racine simple. Alors pour que la matrice soit diagonalisable, eh bien il faudrait, d'ailleurs c'est une condition nécessaire suffisante, il faudrait que, là on voit qu'on a une racine qui vaut 2. On sait que la dimension de l'espace propre associée à la valeur propre 2, elle est de dimension 1. Ça c'est sûr. Il y a un théorème qui nous le dit. Par contre là, comme on a une valeur propre 1, dont l'ordre de multiplicité ici est de 2, alors là il y a ambiguïté, on ne sait pas. Peut-être que la dimension du sous-espace propre c'est 1, ou peut-être que c'est 2. Si la dimension du sous-espace propre c'est 1, et bien alors ça ne sera pas diagonalisable. Et si la dimension du sous-espace propre c'est 2, ben alors ce sera la même chose que l'ordre de multiplicité de la racine associée. Et donc notre matrice sera diagonalisable. Alors il faut qu'on aille voir ce qui se passe pour 2. Pour 1, pour la valeur propre 1. Qu'est-ce qui se passe pour la valeur propre 1? Essayons d'aller rechercher notre sous-espace propre, qui s'écrit E lambda, hein, toujours. Hein. Donc en fait, E1, on va essayer d'aller chercher E1, le sous-espace propre. Alors on peut dire soit E1, même si c'est un nom un peu générique. On va dire, allez, soit E1, le sous-espace propre, qui est associé à lambda égale 1. Alors, pour aller le caractériser, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est sa dimension, donc on va essayer d'en trouver une base. Et bien, il faut, je dirais, on aura besoin d'aller chercher le noyau de A1 moins lambda i, c'est-à-dire ici A1 moins i. Voilà, c'est ça qu'il va falloir écrire. On a d'abord besoin de la matrice A1 moins, donc le lambda i, le lambda étant la valeur propre dont on s'intéresse, c'est-à-dire ici lambda égale 1, donc A1 moins 1i, 3, 1. Allons écrire cette matrice. Alors cette matrice, A1 moins i, qu'est-ce que je fais? Bon bah déjà il me faudrait A1, donc A1 c'est je remplace tous mes m par 1, et puis je retranche une fois l'identité, donc là j'ai un 1, ça devient 0, là ça change rien. Ici j'ai un moins 1, ça change rien. Le 2 maintenant, bah, il devient 1 parce que j'ai retranché l'identité. Et puis ensuite j'ai un 2 moins 1, parce que m égale 1, on a dit, donc ça fait 1. Ici j'ai m moins 2, donc ça me fait du 1 moins 2, ça me fait moins 1. Et ici j'ai m égale 1, mais je lui retranche 1, donc ça fait 0. Et voilà ma matrice A1 moins 1 I3. Et puis bah, moi je veux le sous-espace propre, donc il va falloir que je comprenne déjà ce que c'est le sous-espace propre. Bah, c'est le caire de ça, c'est-à-dire le noyau de cette matrice-là. Et donc si je veux le noyau de cette matrice-là, il va falloir que je pose tranquillement un petit système, voilà, que j'écrive que... Alors comment je pourrais l'écrire ça, parce que là j'ai plus vraiment de place. Comment je vais l'écrire? Je vais écrire tout ça. Je vais dire que, allez on verra, je vais dire que grand X, un vecteur, appartient au noyau de A1 moins I3. C'est-à-dire appartient à l'espace propre, au sous-espace propre, qui est E1. Si et seulement si quoi? Si et seulement si, cette matrice, fois mon vecteur x, y, z, égale 0. Vecteur nul. Je suis dans R3. Voilà. Alors, ça va me donner un système.
Ça va me donner quoi? Faisons-le et après on efface. 0 fois x plus 0 fois y plus 1 fois z égale 0. Donc z égale 0. Première ligne, z égale 0. J'efface ici et j'écris première ligne, z égale 0. Ensuite, j'ai du moins 1 fois x plus 1 fois y plus 1 fois z, c'est-à-dire moins x plus y plus z égale 0. Moins x plus y plus z égale 0. Et enfin, dernière ligne, x moins y plus 0z. X moins y égale 0. J'efface tout le reste, c'est très perturbant, j'écris dans tous les sens parce que mon tableau n'est pas très grand. Voilà. Pour qu'un vecteur appartienne à mon sous-espace propre E1, eh ben, il suffit que ses coordonnées, entre guillemets, sa décomposition, vérifie ceci. Z égale 0, moins x plus y plus z égale 0, x moins y égale 0. C'est-à-dire, allez, z égale 0, je le mets en bas. Ici, je sais que z égale 0, donc il me faut moins x plus y égale 0, c'est-à-dire x égale y, et puis là j'ai aussi x égale y, c'est la même chose. Donc x égale x, et y égale x. Alors ça, moi je vois tout de suite que ça me donne un E1 qui est dimension 1, parce qu'il me suffit d'un seul vecteur pour engendrer ce sous-espace vectoriel. Lequel? Ce grand X, comment il peut s'écrire? Il va pouvoir s'écrire x fois, je l'écris là, x fois vecteur 1, 1, 0. En d'autres termes, une fois x et 0 fois x. En d'autres termes, je peux dire que E1 égale le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 1, 0. Donc, dim de E1, la dimension du sous-espace propre E1, bah c'est 1. Voilà, un seul vecteur qui engendre, qui génère mon espace vectoriel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que c'est différent de 2. Et moi j'aurais aimé que ça fasse 2, qui était l'ordre de multiplicité de ma racine. Mais c'est pas la même chose. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, A1 n'est pas. Ça c'est pas la même chose que ça. Donc A1 n'est pas diagonalisable. On a dit la dimension du sous-espace E1 n'est pas la même que l'ordre de multiplicité de la racine associée, qui était 1. Ça marche pas. C'est pas diagonalisable. Stop. Voilà, on a répondu à la question. Question 5. Maintenant, on s'intéresse au cas où m égale 2. 5, m égale 2. Qu'est-ce qui se passe quand m égale 2? Ben, ce qui se passe quand m égale 2, ça va être dans un premier temps de montrer que A2, elle est diagonalisable. Petit a, pardon, montrer que A2 est diagonalisable. Alors, même principe. On retravaille le polynôme caractéristique. On écrit que ça nous donne moins x moins 1 facteur de x moins 2 au carré. Cette fois, le carré porte sur le x moins 2. Et puis, on sait que le sous-espace propre E1 ici va être de dimension 1. Pas besoin d'aller vérifier. On le sait par théorème. Par contre, il va falloir aller creuser pour 2. Pour la valeur propre 2, quelle va être la dimension du sous-espace E2? C'est ça qui nous intéresse ici. Donc, il va falloir que j'aille le chercher, ce sous-espace. Et pour aller le chercher, j'ai besoin de calculer ma petite matrice A-2i3. Et ma matrice A-2i3, on y va, il va falloir que je fasse 1-2, c'est-à-dire moins 1. Voilà, là j'ai moins 1. 2 moins m, mais m c'était 2, donc 0. Ici j'ai 0 encore. Ici j'ai 2 moins 2, c'est-à-dire 0. Ici j'ai m moins 2, mais m c'était 2, donc 0. Ici j'ai combien? J'ai 1 encore. Ici j'ai 1 encore. Et puis ici j'ai m qui vaut 2, donc 2 moins 2, ça vaut 0. Voilà, j'ai quand même pas mal de 0 ici. Voilà ma matrice A moins 2i3. Un noyau, on peut le trouver rapidement là. Mais on va y aller tranquillement. On va se dire un peu comme tout à l'heure. Que grand X, x, y, z, appartient
au noyau de A-2I3 qui s'appelle E2, si et seulement si quoi? Si et seulement si ça fois x, y, z, ça fait le vecteur nul. C'est-à-dire moins x plus z égale 0. Moins x plus z égale 0. 0 égale 0. Super. Ça me donne x égale x. J'ai moins x plus z. Y égale y. Voilà. Et puis z égale x. Hein, parce que moins x plus z égale 0. Puis confirmé par la deuxième ligne qui est strictement identique à la première. Donc il me faut combien de vecteurs là pour engendrer tout le sous-espace? Eh bien là, il m'en faut 2. Il m'en faut 2 parce que finalement, je vais pouvoir décomposer uniquement en me disant bah, x, c'est x fois le vecteur 1, 0, 1 plus y fois 0, 1, 0 avec ces deux vecteurs qui forment une famille libre. Et oui, donc j'ai bien une base ici. Voilà une base, regardez, ces deux vecteurs forment une base de mon sous-espace propre, E2. Je l'écris correctement. J'écris tout de suite, donc, E2, sous-espace propre associé à la valeur propre 2, c'est quoi? Le sous-espace vectoriel engendré par cette petite famille de vecteurs. Il y en a 2. Si on a 2, ça veut dire que la dimension de E2, c'est 2. Oui, mais 2, c'est quoi aussi? C'est l'ordre de multiplicité de ma racine 2. Et puis celle-là, on a dit que la dimension de son sous-espace associé, c'était 1, bien sûr. Donc là, pour lambda égale 1, dimension 1, pour lambda égale 2, ordre de multiplicité 2, et dimension du sous-espace propre 2, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que notre polynôme est scindé avec, pour chaque valeur propre, l'ordre de multiplicité de la racine, qui est égal à la dimension du sous-espace propre. Donc, notre matrice est diagonalisable. Donc, A2 est diagonalisable. Et on est très content. Point d'exclamation. Alors, si elle est diagonalisable, il va falloir la diagonaliser. Et hélas, il va falloir le faire. Alors, si on veut la diagonaliser, on a besoin quand même de E2. Hein. On va le noter quelque part. Je crois qu'on n'a plus besoin du polynôme caractéristique. Par contre, E2 est important. Sous-espace. Pas E2. Pas besoin de E2, mais on a besoin de deux vecteurs propres. Donc les deux vecteurs propres associés à... je vais noter ça comme ça. Hein. Vect de 1, 0, 1 et 0, 1, 0, sous-espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs. Et puis, il va me falloir E1, hein, j'ai l'impression. Il va me falloir E1, parce que tout à l'heure, on a eu E1, mais associé à, quand je m'intéressais à la matrice A1. Et là, il faut que je m'intéresse à la matrice A2, je travaille sur la matrice A2. Donc, on a besoin d'un vecteur propre. Donc là, il faut que j'aille le chercher. A2, c'était quoi? C'était 1, 0, 1, moins 1, 2, 1, 0, 0, 2. Donc, j'ai besoin de A2 moins I. Ça me donne 0, 1, 1, moins 1, 0, 0, 1, 0, 1. Voilà. Et puis, il faut que je trouve le noyau de cette chose-là. Voilà, il faut que je trouve un vecteur propre. Donc, x, y, z. Z égale 0. Moins x plus y plus z égale 0. Et puis z égale 0. Donc ici, j'obtiens tout de suite x égale y. Donc un vecteur x, x, 0, c'est-à-dire x fois 1, 1, 0. Donc un vecteur propre associé à la valeur propre 1, ça va être 1, 1, 0. J'écris que 1, c'est vect de 1, 1, 0. Ça fait pas de mal de vérifier que les trois ici forment une famille libre. Voilà, c'est une base. Et oui. Dimension 3. 1, 1, 0. Parfait, super. Donc il va falloir déterminer en petit b une matrice P de M3 de R, inversible bien sûr, telle que
tel que dans quel sens? A2 égale P-1 dp ou PdP-1. PdP-1. Voilà. Vous déterminez P, mais il nous faudra de toute façon P-1 aussi. Voilà, et oui, D, bah, c'est pas n'importe quoi, mais D, voilà, on va les mettre un peu dans l'ordre. D, ça va être 1, 2, 2, et oui. Voilà, bah, on le sait, hein, il existe une matrice D qui est diagonale, à laquelle on lit en coefficients diagonaux ici les valeurs propres, telles que notre matrice A2 soit semblable à celle-ci. C'est-à-dire qu'il existe une matrice inversible, et puis son inverse ici, telle que notre matrice puisse s'écrire comme le produit de P des P-1. Alors, c'est facile de l'avoir P. Parce que P, cette matrice de passage, là, on l'a tout de suite. Elle est constituée des valeurs propres. Mais attention, dans le bon ordre. Si on a mis 1 ici, il va falloir d'abord placer le vecteur propre, un vecteur propre associé à 1, 1, 1, 0. Et puis un deuxième, ici, qui sont, enfin, les deux autres qui sont relatifs aux deux valeurs propres, 2 et 2, qui sont les deux mêmes. Donc en fait, là, il n'y a pas d'ordre. Je les choisis dans l'ordre que je veux. Ça marchera de toute façon, quoi qu'il en soit. Je les mets dans l'ordre que j'ai écrit ici. Voilà ma matrice P. Super. Sauf qu'il me faut P-1. Je répète, ça c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. Et ça, ce sont deux vecteurs propres qui sont associés à la valeur propre 2. Pour lambda égale 1, pour lambda égale 2. Ce sont ceux qu'on a écrits ici. Il nous faut maintenant P-1. Alors pour avoir P-1, on veut inverser cette matrice, là, 3, 3. Hein. On peut faire un système. Hein. C'est-à-dire qu'on va écrire x plus y plus z fois 0 égale petit a. On va écrire x plus z égale petit b. Et on va écrire y égale petit c. Alors, il va falloir essayer d'exprimer maintenant a en fonction de x, y et z. B pareil et c pareil. Donc on a tout de suite c égale y. Si on a c égale y, qu'est-ce que ça nous donne d'intéressant? Ça nous donne que... je vais écrire c égale y, voilà. Ça nous donne que... pardon, c égale y, ça ne m'intéresse pas, c'est y égale qui m'intéresse, hein, voilà. C'est y égale c qui m'intéresse, bien sûr. Et puis après, ça va être x qui m'intéresse, mais du coup, j'en déduis que x, c'est a moins y, donc a moins c. Et puis j'en déduis aussi que z, comme z, c'est b moins x, ça va être b moins a moins c, c'est-à-dire b moins a plus c. Et quand je remets de l'ordre, je vais le faire ici, décidément, j'arrive pas à l'effacer. Je vais le faire ici, ça me donne x égale a moins c, c'est-à-dire 1a, je détaille tout, plus 0b moins 1c. Y, ça me donne 0a plus 0b plus 1c. Et z, ça me donne moins 1a plus 1b plus 1c. Voilà. Et je lis là parfaitement les coefficients de P-1. P-1, ça me donne quoi? Ça me donne 1, 0, moins 1, 0, 0, 1, moins 1, 1, 1. Voilà P-1. Ce qui veut dire que ma matrice A2, elle s'écrit ça fois ça fois ça. Vous pouvez vérifier. Je vérifie pas. Ça nous permet quoi? De calculer A puissance n. A2 puissance n, c'est déjà pas mal. On va calculer A2 puissance n. C'est déjà pas mal du tout. Alors, je peux effacer tout le reste. J'aurai besoin quand même de A2. Faut que je garde dans un coin. Voilà. A2, on va la réécrire. A2. Oui, en fait, j'en ai pas vraiment besoin de A2. Voilà. Je veux calculer A2 puissance n, mais j'en ai pas besoin. De toute façon, c'est pas ça que je vais élever à la puissance n. A2 à la puissance n. C'est donc P. Est-ce que j'ai mis P ou P-1? P. D, P-1 à la puissance n. Pour tout n entier naturel. Par une récurrence immédiate. On le sait, ça nous donne PD puissance n, P-1. Donc il va falloir que je calcule PD puissance n dans un premier temps, hein, si je veux, hein, de la gauche vers la droite, allons-y. Donc D puissance n, on en a besoin, mais P, on en a besoin aussi. Voilà, j'écris mon coefficient. Je multiplie ça par 1 puissance n, 2 puissance n, 2 puissance n, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà. Là, dans un premier temps, je calcule PD puissance n. C'est déjà pas mal. PD puissance n. Allez, cette case-là. 1 plus 0 plus 0, 1. Cette case-là, 1 plus 0 plus 0, 1. Cette case-là, 0 plus 0 plus 0, 0. Ensuite, je veux cette case.
Cette case, c'est cette ligne, cette colonne. 1 plus 2 puissance n plus 0. 2 puissance n. Ensuite, cette case-là. Cette ligne, cette ligne. 0, 0, 0. Ensuite, cette colonne, cette ligne. 0 plus 2 puissance n plus 0. Et enfin, dernière colonne, cette case-là, 1 fois 0, 1 fois 0, 0, 0. Voilà. Ici, j'ai besoin de cette case-là, donc 0, 0, 2 puissance n. Et puis enfin, 0, 0, 0. Voilà PD puissance n. Maintenant, il faut que je compose par P-1. Donc je vais multiplier par P-1. Je l'écris là. C'est un peu fouillis, mais vous comprenez. 1, 0, moins 1. 0, 0, 1. Moins 1, 1, 1. Quand je me calcule tout ça, cette case, 1 plus 0, 0, 1. Ensuite, j'ai besoin de ça. 1, 0, moins 2 puissance n. 1 moins 2 puissance n. 0, 0, 0. Ici, 0, 0, 0. Ici, 0, 0, 2 puissance n. 0, 0, 0. Et enfin, dernière colonne, on est presque au bout. Moins 1 plus 2 puissance n. J'en suis là. Moins 1 plus 2 puissance n aussi. Comment c'est possible? Attendez. Moins 1 plus 2 puissance n. Ouais, moins 1 plus 2 puissance n aussi. Exactement. Et puis là, 0, 2 puissance n. Et ce qu'on vient de calculer ici, par un fastidieux calcul final de produit de matrice, c'est P des puissance n, P-1, c'est-à-dire A2 élevé à la puissance n. Pour tout n, voilà comment ça se comporte. Alors on peut voir ce qui se passe quand n devient très grand, c'est pas très intéressant. Donc ça diverge totalement. Mais voilà, peut-être que c'est une histoire de... Ah non, du coup, ça peut pas être des animaux, hein, parce que... Attention, on ne peut pas y en avoir moins l'infini ici. Donc ça peut modéliser autre chose, on n'en sait rien, mais nous on est très contents, on a réussi à élever une matrice 3, 3 à la puissance n. Certes, uniquement quand il y avait m égale 2, mais c'est déjà pas mal. Puis on s'est aperçu de qu'est-ce qui se passait lorsque n prenait différentes valeurs. Donc on a discuté de la diagonalisabilité de la matrice selon les valeurs du paramètre petit n. Merci de m'avoir suivi.